Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la série. Je vous avais dit à la fin du premier épisode que je me posais des questions sur le polyamour. Je me demandais si le polyamour permettait de réduire les troubles psychologiques, car comme nous sommes obligés de parler de nos émotions, est-ce qu'il y avait vraiment un effet sur les troubles psychologiques? Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir Virginie Lafarge qui va répondre à mes questions sur le polyamour et la psychologie. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste faire une petite précision. En fait, là, en parlant de polyamour, on parle plutôt de relations amoureuses entre plusieurs personnes. Parce que Isabelle Bourrouet disait que le polyamour, c'était plus large. En fait, c'était l'ensemble des relations éthiques entre différentes personnes. Donc, elles n'étaient pas toutes amoureuses. Mais dans ce cadre-là, on va plutôt parler des relations amoureuses entre plusieurs personnes. Il faut quand même faire attention, dès l'instant où on fait appel à un psychologue, de ne pas avoir le sentiment que ça expliquerait tout et ça enfermerait les personnes qui font le choix du polyamour. Parce que, comme pour toutes les relations amoureuses, même si c'est du polyamour, il n'y a pas un seul et unique modèle. Oui, voilà. Donc, surtout pas enfermer les choses autour de le polyamour. C'est comme ça se passe comme ça psychologiquement, et voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que même dans les formations de psy, on est tous marqués par le modèle unique d'un amour entre deux personnes. Et c'est vrai que quand on fait mon métier, on voit, je pense que plus de 60% des problématiques qui sont abordées en thérapie, c'est des problématiques d'amour. Soit de rupture, soit de divorce, soit de tromperie, soit d'adultère, soit de deuil. Enfin, vraiment, c'est très complet. Et une des choses, moi, qui m'avait interpellée, c'était que des personnes qui consultaient pour des problématiques d'adultère et qui finissaient par dire oui, mais moi j'aime ces deux hommes ou ces deux femmes. Et avec ce sentiment social et judéo-chrétien selon lequel on ne peut pas, hein, c'est interdit, on ne peut aimer qu'une seule et une personne au même moment, etc. Donc ça m'a quand même un petit peu interpellée, puisqu'on est quand même tous marqués par nos sociétés. Et en fait, quand on étudie ça de près, on se rend compte, alors je ne sais pas si c'est dans la série de vos questions, mais on se rend compte qu'en fait, on peut aimer plusieurs personnes, comme on peut aimer plusieurs enfants, à la condition physiologique et psychologique que ces deux personnes, je ne les rencontre pas en même temps et que je ne vive pas une histoire d'amour en même temps. Comme si finalement mon psychisme il était capté par une seule histoire et qu'avec elle, forcément, je construis tout le déroulé de mon histoire, la rencontre, l'illusion, la désillusion, la stabilisation. Et au bout d'un certain temps, où tout ça est bien stabilisé, je peux rencontrer quelqu'un d'autre et aimer quelqu'un d'autre. Ok, d'accord, merci. Donc, vous pensez que le polyamour est possible pour un individu? Ah oui. Oui. Il est à la portée de n'importe qui. D'accord. Tout le monde peut être touché par ça. Après, c'est le fonctionnement du polyamour qui peut être plus complexe. Mais sinon, on peut aimer plusieurs personnes. Et vraiment avec la même force. Mais la seule condition, c'est qu'il n'y ait pas une rencontre instantanée avec ces deux personnes. On est forcément capté par une seule et unique personne au début. D'accord. Que signifie la possessivité? Parce que c'est quelque chose qui peut naître dans un couple. Et qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue psychologique? Je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça d'un point de vue psychologique. C'est d'abord quelque chose qui est marqué culturellement. Okay. Quand on regarde notre histoire de notre société, de notre culture, elle est marquée par le côté du mariage et le lien entre deux personnes. Et en fait, le mariage n'était pas des mariages d'amour dans notre histoire. C'était avant tout un contrat social entre deux familles pour maintenir un patrimoine, on va dire, terrien, mais souvent génétique aussi. Ça a assuré une descendance pour être certain qu'on ne perdait pas nos gènes quelque part et qu'on avait bien nos propres enfants. Maintenant, dans l'évolution du polyamour, la possession en tant que telle, elle se regarde plutôt encore avec ce regard-là. C'est-à-dire que quand on est à deux, d'ailleurs, on le dit dans le contrat de mariage, on se doit fidélité, enfin voilà, ça se joue toujours à deux. Et du coup, on est beaucoup plus marqué dans l'idée de possession par l'influence culturelle que par un véritable choix personnel. Si on élevait nos enfants dès la petite enfance autour de la question de gérer leurs parents passer entre guillemets d'un partenaire ou d'une partenaire à l'autre, ce serait beaucoup moins choquant. Donc c'est en ça que c'est quand même davantage culturel. Donc la possession, le fait de se dire c'est mon partenaire ou ma partenaire, elle est avant tout culturelle et elle est après alimentée par le lien que j'ai avec cette personne. Et j'ai envie de me l'accaparer. Mais ça, c'est beaucoup dans les débuts d'une histoire. Quand on construit une histoire d'amour,
on est beaucoup centré sur soi. C'est le toi, c'est le moi, et puis les autres, et le reste du monde, quoi. Et on a besoin d'y croire, en plus. Donc, est-ce que c'est le terme de possession qu'il faut véritablement poser là ? On possède un objet, on possède une voiture, mais on ne possède pas un être humain. Donc, par contre, on a envie de maintenir une relation duelle. Donc, c'est en ça qu'on peut poser le mot possession. Mais j'avoue que psychologiquement, c'est embêtant, parce que ça viendrait interroger, quand un homme dit c'est ma femme, en fait non, c'est une femme qui, à un temps donné, partage un temps et une expérience avec une personne. Et est-ce que la jalousie est naturelle pour les individus ? Alors ça, est-ce que c'est naturel ? Ça sous-entendrait qu'elle serait innée. Et on sait bien qu'il y a des personnes qui ont des tempéraments beaucoup plus jaloux que d'autres. Ce qu'on peut constater, c'est que la jalousie, elle se construit aussi. Hein. C'est-à-dire que vous avez, selon l'histoire de chaque individu et l'histoire amoureuse de chaque individu, dans l'affectivité des personnes, oui, vous allez avoir des personnes avec des profils beaucoup plus jaloux que d'autres. Et est-ce que c'est pas relié plutôt à la question de la confiance ? Est-ce que ça vient dire derrière, quoi, hein ? La jalousie, c'est une problématique limite pathologique. Vous avez des jaloux pathologiques, des gens qui rentrent limite dans des paranoïas parce qu'ils sont terrifiés à l'idée d'être abandonnés. Vous voyez, c'est même pas au niveau psychologique, on va pas parler de jalousie, on va plutôt parler de la peur de l'abandon. Et ce que ça provoque chez les individus. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y aurait plus d'impact psychologique avec une relation entre deux personnes ou plutôt avec le polyamour où on évite des impacts psychologiques parce qu'il y a plus de liberté et donc il y a moins de contrôle, je dirais. De contrôle sur quoi ? Sur l'autre, je veux dire, il y a moins de ce côté... on est deux, quoi. C'est l'acceptation de départ dans le polyamour, c'est-à-dire que je me mets à accepter l'idée que j'aime un individu, mais sans lui imposer ce modèle justement du 1+1, quoi. On laisse la liberté à l'autre d'aimer. Alors, en sachant qu'il faut bien définir le polyamour, on n'est pas dans du polypartenaire, hein. C'est vraiment des personnes qui s'aiment, qui partagent des sentiments amoureux. Mais derrière, il y a une question beaucoup plus philosophique. Finalement, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aimer de le savoir heureux ou heureuse ? Donc, si son bonheur doit passer par un espace de construction personnelle où il y a d'autres rencontres, sans forcément qu'elles soient amoureuses, mais d'autres rencontres attachantes, voilà, on voit des fois des situations où vous avez des partenaires qui ne supportent pas que leur compagne ait des amis qu'elles voient trop souvent. Parce que quelque part, ils se sentent dépossédés de quelque chose chez cette personne-là. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des impacts par rapport à la liberté. Chaque histoire est différente. De toute façon, c'est le contrat de départ. Oui. L'intérêt du polyamour, c'est le contrat de départ et s'assurer que chacun est bien dans le contrat de départ. Parce que parfois, on retrouve des situations où on accepte le polyamour, ce qui a pu être un moment l'idée de plus libre, hein, et on se rendait compte que l'un ou l'autre, ou un autre encore, acceptait ce contrat, mais plus par peur de perdre l'être aimé que par véritable conviction personnelle. C'est ça peut-être le plus difficile. Et donc ça fait pas forcément travailler la peur de l'abandon, quoi. Ça dépend vraiment de chaque relation. Il faut être quand même très stable avec soi et avoir opéré où on en est dans sa question de l'attachement et où est-ce qu'on en est dans la notion de trahison. Parce que c'est plus ça que ça vient interroger. Hein. C'est ne plus savoir que, imaginons, j'ai un partenaire qui m'annonce qu'il est amoureux de moi, mais qu'il est amoureux aussi d'une autre personne. Ça va d'abord me blesser au niveau narcissique, c'est-à-dire que je vais me dire, moi, donc je ne suis pas suffisante, ou pas satisfaisante, je n'occupe pas tout son espace de pensée, tout son espace amoureux, il y avait encore de la place. Donc, quand je dis narcissique, ça me renvoie à une blessure qui m'est personnelle. Si je suis fragile de ce côté-là, ça va être vraiment difficile et j'aurai l'impression qu'on m'abandonne, etc. Si au contraire, je suis très sécurisée côté attachement, je peux effectivement envisager l'histoire et peut-être adhérer à ce type de contrat. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut d'abord être bien en phase avec soi avant de se dire, tiens, mais pourquoi pas le polyamour ? Et des fois, on entend des couples qui sont en difficulté, qui se connaissent depuis des années, qui se disent, tiens, mais pourquoi ne pas tester le polyamour ? Avant de se demander si on veut tester le polyamour, il faut déjà être bien en phase avec ce que l'on est nous
dans nos stratégies d'attachement, notre sentiment amoureux et notre propre amour envers nous-mêmes. D'accord, merci. Il est possible d'aimer plusieurs personnes. Oui, il est possible d'aimer plusieurs personnes. On peut aimer plusieurs enfants. Après, chaque histoire est différente, mais largement, oui. Et des deux côtés. D'accord. Et pour résumer, en fait, il est possible d'aimer plusieurs personnes, mais pas en même temps, c'est ça ? En fait, on ne peut pas se mettre à aimer plusieurs personnes quand on les rencontre en même temps. Okay. Si vous avez Paul qui rencontre Clara et Morgane, il va de toute façon être d'abord charmé par lui. Par contre, s'il rencontre Clara, il vit une histoire, et 3 ans plus tard, il rencontre Morgane, il peut tomber amoureux de Morgane 3 ans plus tard, tout en continuant à aimer Clara pour ce qu'ils ont vécu, etc. Voilà. Mais les deux en même temps, faire des rencontres en même temps, c'est bien. D'ailleurs, le problème de toutes ces applications comme Tinder, c'est quand vous rencontrez plusieurs personnes en même temps, vous pouvez être séduit par plusieurs personnes en même temps, mais vous n'aurez pas un sentiment amoureux en même temps. Et pourquoi ça Parce qu'a priori, déjà physiologiquement parlant, quand vous tombez amoureux, quand vous êtes très séduit par quelqu'un, vous avez des réactions physiologiques. La pupille qui se dilate, le cœur qui bat, etc. Donc on est dans quelque chose qui se crée. Bon, il faut quand même que nos corps fonctionnent. Je vous rappelle qu'à la base, nous cherchons des partenaires dans l'idée de nous reproduire. C'est quand même très animal. Donc on va avoir tendance à choisir un partenaire qui va provoquer en nous des émotions particulières. Et c'est vrai que même si je reprends l'exemple de mon Paul qui est vraiment séduit par Clara et par Morgane, il va l'être, mais pour des raisons différentes. Et en fait, il va se mettre à choisir parce qu'il aura des émotions à l'intérieur de lui-même. Donc on n'est plus sur des réactions d'abord physiologiques. Mais une fois que l'histoire elle s'est stabilisée et que les choses se passent très bien et qu'elles se sont même consolidées, il y a comme s'il y avait de la place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la place pour quelqu'un d'autre. Ok. Mais dans tous les cas, l'amour sera forcément différent. Ça peut pas être identique. Ça dépend de ce qu'on définit. Est-ce qu'on parle d'intensité amoureuse ? Non, c'est pas forcément. On peut revivre exactement les mêmes émotions que pour la première rencontre. Justement, c'est ce qui nous fait dire, mais je suis amoureux, quoi. C'est parce que je revis les mêmes choses. Mais ça veut pas dire que parce que je me mets à aimer quelqu'un d'autre, je désaimerai l'autre personne. D'accord. Mais c'est souvent pour d'autres raisons. C'est rare que vous ayez 2 personnes qui sont exactement pareilles. Ça n'aurait pas de sens presque. On peut dire, bah non, en fait, j'aime déjà quelqu'un qui est comme ça. Il faut juste que vous soyez très au clair sur le fait du polyamour. Beaucoup de personnes confondent polyamour et relations multiples, même si elles sont consenties. Et c'est vrai que le polyamour de base, ça peut pousser à des personnes à vivre ensemble, véritablement. Parce que justement, elles ont construit une véritable histoire d'amour commune. Mais là, encore une fois, toute la difficulté est dans l'accord de chacun. Oui. Et c'est là où ça peut être très très douloureux pour ceux qui ne sont pas d'accord. Et l'intérêt vraiment humain du polyamour, c'est que ça nous fait sortir de cette représentation, encore une fois, qui est très sociétale, de l'amour fusionnel. On a, même en 2021, malgré la liberté des mœurs, des genres et autres, on est très 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 marqué par cette représentation du prince et de la princesse qui se rencontrent et qui vécurent heureux, et comme si c'était une évidence en fait. Alors que dans les faits, ça se passe absolument pas comme ça, jamais comme ça. Et vous êtes jeune, mais vous verrez que vraiment ça se passe pas comme ça. Mais on est quand même marqué par ça. Quand on vieillit, on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, que pour qu'une histoire d'amour fonctionne et en plus soit véritablement dans la durée, je dois être aussi dans mon individualité et je dois renforcer ce que je suis et être aimée pour ce que je suis et aimer l'autre pour ce qu'il est. Effectivement, si on peut voir un intérêt au polyamour, c'est que je m'intéresse à l'individu et je ne suis pas dans une relation fusionnelle. Ça ne peut pas être fusionnel puisque déjà à 2 c'est impossible, alors imaginez à 3, voire 4. Donc effectivement, ça apporte cette richesse de la rencontre avec soi et de la vraie rencontre avec l'autre. Ça demande beaucoup, beaucoup de maturité, psychiquement et même vis-à-vis de la vie en général, quoi. Il faut réinterroger nos représentations et nos concepts autour de tout ça. Et donc, l'âme sœur, ça n'existe pas ? On pense aujourd'hui que, compte tenu de notre durée de vie, l'être humain vit un peu trop longtemps pour n'avoir qu'un seul et unique partenaire.
Alors, est-ce qu'on doit en déduire que l'âme sœur existe ou pas? C'est encore une fois, c'est une belle légende. Et on est un peu dans cette quête. Je vous renvoie au banquet de Platon, où à un moment on vous explique qu'il y avait une sorte de sphère parfaite, et voilà, les dieux arrivent, ils se fâchent, et on a gardé cette image de ces deux qui se retrouvent et qui disent aucun, etc. Mais quand on relit les banquets, c'est pas comme ça que ça se termine. La véritable union, c'est quand vous avez un individu qui est entier, qui existe, qui est riche de lui-même, qui rencontre un individu qui est aussi riche de lui-même. D'ailleurs, il est séduit par cet individu. Et ensemble, ils construisent encore quelque chose d'autre. Et c'est ça qui rend plus fort. Et on renforce le couple autour de ça. Donc l'idée d'âme sœur, c'est très joli. Moi, je vous avouerai qu'en 20 ans de carrière et de vie personnelle, on se rend bien compte qu'on peut rencontrer une âme sœur, mais peut-être qu'on en a plusieurs. Peut-être qu'on a, en fonction de notre évolution personnelle aussi, on a d'autres types de perspectives, de besoins et de projections. Donc, non, c'est délicat de dire que... Bon, je ne serai pas aussi tranchante que vous, mais c'est parce que vous êtes jeune, on est très tranchant. Ni ça existe, ni ça n'existe pas. Le coup de foudre, beaucoup vous diront ça existe, d'autres vous diront ça n'existe pas. Et pourtant, on sait que les phéromones, nos réactions font que parfois, pourquoi cette personne, quand elle rentre, j'ai le cœur qui bat, est-ce que c'est un coup de foudre? Et pour autant, est-ce que l'histoire va fonctionner? C'est encore une autre histoire, vous voyez? Oui. Donc bon, chaque histoire d'amour est très différente parce qu'elle est portée par des individus qui sont déjà très différents. Donc c'est dur de généraliser en fait. C'est impossible de généraliser. C'est impossible. C'est pour ça qu'en vous lançant dans ce sujet, c'est important de se rappeler que, voilà, moi j'ai déjà suivi un couple en thérapie où il y avait polyamour et finalement chacun des deux, pourtant qui regardait les choses de la même manière, n'était pas arrivé à la même conclusion parce qu'ils avaient chacun leur vécu. Mais ils avaient adhéré tous les deux au polyamour. Donc c'est très compliqué de dire pourquoi on aime quelqu'un, pourquoi on choisit le polyamour. C'est impossible. C'est impossible. Il faut juste rester dans une forme de bienveillance et de se dire, en fait, à ce moment-là, c'est l'équilibre que je trouve avec moi-même et c'est ce qu'il y a de plus doux pour moi. Maintenant, est-ce que mon partenaire ou mes partenaires adhéreront à tout ça? Ça, c'est plus délicat. Donc il n'y a aucun modèle de relation parfait, que ce soit la monogamie ou le polyamour, enfin, ça dépend de chaque personne. Tout à fait. Si on devait considérer qu'il y a un modèle parfait, c'est à partir du moment où dans la relation, on a tendance à se renforcer positivement en disant que ce que fait l'autre c'est bien, qu'on est content pour lui, qu'on est fier pour lui. Et là, on peut parler de fonctionnement. Mais une relation parfaite, non. Vous-même, vous pouvez rencontrer quelqu'un, avoir une très très bonne relation, tout se passe merveilleusement bien. Et votre évolution, vos évolutions respectives font qu'à un moment, on se détache, ça se délite, et puis on se rend compte qu'on est devenus très différents, ou en tout cas on n'a pas les mêmes objectifs. Ça ne veut pas dire que je me mets à désaimer l'autre, c'est que je me rends bien compte que mon histoire telle qu'elle est, elle ne peut pas se transporter ailleurs, quoi. Donc l'amour ne fait pas tout, enfin il faut toujours se concentrer sur soi. Il faut aussi se concentrer sur soi. Une histoire d'amour qui dure, c'est une histoire où chacun est respecté, ça c'est certain. Et après, derrière, il faut penser ensemble ce que veut dire la notion de respect. Et accepter que rien n'est évident. Il n'y a pas plus difficile qu'une histoire d'amour. Donc le polyamour, en fait, ça serait accepter les désirs des individus. Oui, l'individu tel qu'il est, et les désirs, et encore, on n'est même pas que sur les désirs sexuels, c'est un ensemble de choses autour de ça. Ça peut être, vous pouvez retrouver des situations polyamour où l'un des deux se rend compte qu'il est pansexuel, il aime les hommes comme des femmes. L'essentiel, c'est qu'il tombe amoureux de la personne en tant qu'individu. Et là, du coup, ouvrir le champ de la réflexion du couple pour se dire, est-ce que oui ou non faire entrer une autre personne pour devenir un trouble, notamment, parce qu'on entend de plus en plus parler de ça. C'est du polyamour. C'est du polyamour aussi. Même si on se met tous à s'aimer à 3, où il y en a que 2 qui s'aiment et puis 2 qui s'aiment, c'est un peu une connexion à 4, quoi. Et là aussi, tout est à inventer tant que chacun y trouve son compte et qu'il n'y a pas de souffrance, en fait. Et est-ce que vous pensez que la monogamie, du coup, on refoule nos désirs dans le modèle de relation? Oui. Oui.
Oui, puisque on a tendance à faire passer l'homme pour on va dire l'animal le plus consentant pour des rapports sexuels, mais la libido féminine est exactement pareil, hein, même si elle est cachée, là aussi c'est très culturel. Toute une vie, il y a du désir ailleurs et des sensations, des sentiments ailleurs, quoi. Après, est-ce qu'on va au bout? Ça, c'est une autre histoire. Mais la monogamie, encore une fois, c'est une invention culturelle. Dans la nature, je vous rappelle qu'on se rapproche du grand singe. Il n'y a pas de singe monogame. Ça n'existe pas. Vous avez des mâles dominants, mais sinon, voilà, il n'y a pas de couple hein, en tant que tel, ça ne se retrouve pas. Mais rappelez-vous que le mariage, au départ, on vivait à 45 ans, on était vieillard, on perdait, voilà, il fallait être sûr que le patrimoine il était à peu près dans le même groupe et que ça ne se perdait pas. Donc, mariage d'amour, quand on regarde l'histoire, c'est très très récent. Donc la monogamie, c'est quelque chose qui est pas naturel en fait, c'est quelque chose qui a été construit. Oui, c'est construit culturellement, oui, tout à fait. Je vous invite à relire Les Liaisons dangereuses si vous avez l'occasion. Ah, je l'ai lu, oui. Il est assez intéressant. Oui. C'est bon, outre toute l'histoire romanesque qu'il y a autour, c'est que vous vous rendez compte que dans toute une société, il y a plein de liens qui se tissent avec l'espace charnel, mais aussi la notion d'amant et des histoires qui se... Et tous ces gens sont mariés. Donc vous comprenez qu'ils parlent de leur amoureux, ils disent amant ou amante, je crois, ou maîtresse, mais c'est des histoires d'amour en fait. Donc vous comprenez très vite que personne ne s'aime dans le mariage, mais que par contre il y a, voilà, c'est Santa Barbara dans la vie de société où tout le monde s'aime, se désaime, enfin voilà, il se passe plein de choses sous couvert du mariage et de pseudo-liberté. Donc oui, la monogamie, elle est pas naturelle. Techniquement, nous sommes faits pour avoir nos enfants sans l'aide du mâle. On serait plutôt dans des groupes de femelles, de femmes. Mais la physiologie féminine est faite pour que quand nous mettons au monde un enfant, on a des hormones de plaisir pour s'occuper de l'enfant qu'il n'y a pas chez le père biologique. Donc c'est bien que même la nature n'était pas faite pour qu'on reste tous ensemble, même dans le cas pour élever des enfants. Et on spécule sur le fait que c'était tout le groupe qui préservait les plus fragiles, à savoir la mère allaitante et le bébé, quoi. Mais sinon, il n'y avait pas forcément un mâle avec une femelle, un mâle avec une femelle. Donc voilà, c'est une vraie fabrication culturelle. D'accord. Donc le mariage, en fait, c'était une apparence avant. C'était un contrat. C'était bêtement un contrat entre deux familles, hein, la plupart du temps. Hein. D'ailleurs, regardez l'histoire de nos rois. Hein. Il n'y en a pas un qui s'est marié par amour. Par contre, ils avaient des favorites, etc., avec qui ils faisaient des enfants. Et qui étaient plus ou moins reconnus, mais ils ne sont jamais passés sur le trône, quoi. Enfin, voilà, c'était des accords pour que la royauté se perde pas, et ça a été comme ça. Alors, par contre, est-ce que du côté des paysans, on peut en dire autant? J'imagine que pour certains, oui, il y avait aussi des enjeux terriens. Et on suspecte qu'il y avait des histoires d'amour, là. Mais parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Mais dès l'instant où vous avez des enjeux financiers et terriens, de patrimoine pur, c'était pas des mariages d'amour, non. Non. Très très rare. Roméo et Juliette, c'est juste une histoire. Et puis ça finit mal. Il faut quand même que vous sachiez que le polyamour, ça fait peur aux gens. C'est quelque chose qui fait peur parce que savoir que son ou sa partenaire peut se mettre à aimer quelqu'un d'autre, c'est finalement la peur la plus naturelle qui soit dans le couple. Merci beaucoup. Au revoir Inès. Au revoir. Merci à tous d'avoir regardé le 2e épisode de la série. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, nous allons parler avec Aurélien Dedon, qui est un professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il va répondre à nos questions sur le polyamour et l'amour en général. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. L'amour fait partie de la vie, c'est indissociable à la vie. Je suis persuadé que vivre sans amour, c'est impossible. Il y a un parallèle ou une antinomie entre l'amour et la haine. Je veux dire par là que l'amour est aussi fort que la haine. Et donc c'est dangereux, mais on ne peut pas vivre sans amour.
Mais on doit vivre sans haine.